Salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième vidéo sur le jeu Napoleon in Egypt qui sera publié, on l'espère tous, par GMT Games éventuellement. Dans cette vidéo, nous allons faire le tour d'horizon du plateau de jeu. Alors c'est ici que ça devient concret, zoomons un petit peu, voilà. Napoleon in Egypt est un wargame qu'on appelle point to point. Il n'y a pas d'hexagone, il n'y a pas d'area. On déplace nos unités là, d'un point à un autre. Ces points-là dans le jeu sont appelés des spaces. Les spaces sont liés entre elles par des connections. Et deux spaces qui sont liés là, par une connection là, sont considérées adjacentes. On va commencer avec la grande famille des spaces non fortifiés, donc des unfortified spaces, à commencer par le type de space peut-être le plus simple, ce qu'on appelle des open spaces, donc les ronds bruns, les cercles bruns là, que vous avez sur la Terre là, sont considérés des open spaces. Ça coûte 1 AP, on va y revenir, là, mais bon, les habitués des card-driven games, là, vous ne serez pas dépaysés d'entendre ça, là, mais vous allez jouer des cartes, des fois pour l'événement, des fois pour les points, la valeur de points en haut à gauche, là. Donc, quand vous jouez une carte pour les points, avec un point, ce qu'on appelle là, dans ce jeu-là un action point, là, vous allez pouvoir déplacer des unités ou une formation terrestre là, dans un open space sans problème. Alors, c'est les spaces les plus, sont, comme je dis, sont faciles à naviguer, c'est facile de se promener dedans, il n'y a pas d'obstacle majeur, là. Donc, un AP pour se déplacer dans un open space, that's it. Ensuite, toujours space non fortifié, on a ce qu'on appelle les difficult terrain spaces. Donc, les spaces au terrain difficile, bah, ça peut représenter des montagnes là, ou des endroits où géographiquement c'est un petit peu plus difficile de se promener avec des armées. Pour représenter ça, ça va vous coûter 2 AP pour déplacer une formation terrestre sur une difficult terrain space. Donc, c'est plus coûteux tout simplement là, en points pour déplacer des formations sur ces terrains-là. Et de plus, on va y revenir dans une autre vidéo, vous ne pouvez pas vous faire intercepter si vous vous déplacez sur une difficult terrain space. La configuration du terrain ne permettait pas là, des embuscades intelligentes là, qui pouvaient être faites à ce moment-là. Donc, c'est la différence entre les difficult terrain space et les open space. À noter que si vous êtes le français et que vous êtes équipé dans votre formation d'une unité d'auxiliaire, donc Tom me disait là, que c'est principalement des tribus là, comme les Bédouins qui se rangeaient du côté français puis qui les aidaient à naviguer ces spaces-là de terrain difficile là, avec des petits trucs locaux, pas des passages secrets, là, mais genre des passes ou des endroits là, qui rendaient la traversée plus facile. Bref, si vous êtes le français et vous avez une unité d'auxiliaire dans votre formation, ça vous coûte quand même juste un AP pour bouger sur les spaces de terrain difficile. Mais n'importe quelle autre formation, là, ça va coûter 2 AP pour s'en venir ici. Et pour conclure sur les spaces non fortifiés, nous avons les triangles pleins, qui sont des inhospitable spaces, donc des spaces inhospitalières. Ça, c'est probablement là, les déserts, là, des endroits vraiment difficiles. C'est une coche de plus que les spaces au terrain difficile. Là. Donc, ça a toutes les caractéristiques d'une space de terrain difficile, mais en plus, dès que vous bougez sur cette space-là, que ce soit via une retraite, via un déplacement normal ou peu importe, vous allez être pogné pour faire ce qu'on appelle un jet d'attrition. Et c'est là que vous allez utiliser cette table-là ici. Vous allez lancer un dé, essentiellement. Encore là, le français est avantagé. S'il y a une formation avec au moins une unité auxiliaire, il peut appliquer un -1 sur ce dé-là. Parce que plus on brasse bas, mieux c'est, du point de vue de la personne qui est en train de se déplacer, évidemment. Et classique dans les wargames, plus vous avez d'unités dans votre formation, le plus vous allez manger la volée. Là. Plus il y a de bouche à nourrir, plus il y a de monde, là, puis la promiscuité, puis tout ça, là, bref, plus vous risquez de perdre des unités. Fait que vous lancez le dé, vous appliquez le DRM au besoin, vous, là, vous bridgez ça avec le nombre d'unités que vous avez, puis le nombre de cibles que vous avez dans le carré représente le nombre de pertes, le nombre d'unités que vous allez perdre. Et c'est votre adversaire qui décide des unités que vous perdez. Fait que vous pouvez être sûr que si vous avez un mix d'unités, il va vous enlever celles que ça va vous faire le plus chier, les unités probablement de meilleure qualité. Bref, euh,
On bouge ici là, seulement en désespoir de cause, on va le dire comme ça, là. Donc ça, ça fait le tour des spaces non fortifiés. Les spaces non fortifiés ne peuvent jamais être contrôlés par aucun joueur. On ne fait que passer dans ces spaces-là. Il n'y a pas de marqueur de contrôle qu'on vient mettre sur les spaces non fortifiés. C'est des terrains vagues. C'est des endroits où on ne peut pas vraiment mettre notre drapeau et dire on contrôle cette space-là. On tourne la page. On va passer maintenant au space fortifié. On va commencer avec les spaces fortifiés entre guillemets les plus quétaines. On va commencer avec Meignet. Donc les carrés bruns ici, c'est ce qu'on appelle des cités mineures, des minor cities. Et là, les spaces fortifiés peuvent être contrôlés par un joueur ou un autre. Elles peuvent aussi être non contrôlées lors de certains scénarios pointus là, auxquels je vais revenir. Ce ne sera pas long. Mais avant, je prends la peine de dire que les minor cities valent un point de victoire. En fait, les spaces fortifiés, le contrôle des spaces fortifiés est votre plus grande source de points de victoire dans ce jeu-là, comme dans beaucoup de wargames. Alors, c'est entre autres l'objectif du français d'avancer puis de contrôler le plus de space fortifiés possible, de s'installer dans le plus de space fortifiés. Là. Donc, c'est des spaces qui avaient une certaine valeur géographique, politique, puis qui étaient intéressantes là, à contrôler pour une faction ou pour l'autre. Donc, une space comme Meignet vaut un point de victoire, comme je disais tantôt. Les points de victoire dans ce jeu-là, -là, c'est un marqueur réversible qu'on a ici. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'étant donné que les spaces fortifiés peuvent être contrôlés par le français, non contrôlés ou contrôlés par l'allié, si jamais le français là, prend le contrôle de Meignet, ben, le marqueur de point de victoire, même si la space vaut un point de victoire, on va le reculer de 2. Alors, conceptuellement, il faut imaginer que l'Allié a perdu un point de victoire parce qu'il a perdu le contrôle de Meignet et le Français a gagné un point de victoire parce qu'il a pris le contrôle de Meignet. Alors, le shift au total est de 2 VP. OK, donc ça peut sembler insurmontable. Ça, c'est vraiment le scénario de départ de la campagne. L'Allié commence avec 32 points de victoire, là, mais bon, disons que ça va ne faire que descendre, là, surtout dans les premiers tours. Là, puis ça peut descendre rapidement. Il ne faut pas se dire, ah, Meignet, ça vaut juste un point de victoire, mais il ne faut jamais oublier, quand on vole le contrôle à son adversaire, là, essentiellement, on gagne le double de la valeur de la space. Là. Donc, ça m'amène à parler de la notion de contrôle. Donc, si une faction est la seule à avoir des unités dans une space, elle contrôle la space. Okay? Il n'y a pas de question là. Donc, dans ce cas-là, c'est pour ça que l'allié contrôle Meignet. Les spaces fortifiés, il y a une notion relativement unique dans ce jeu-là qu'on appelle l'ordre public, le public order. L'ordre public, ça représente la population de la ville. Au-delà de la présence militaire, la population de la ville, est-ce qu'elle supporte une faction plutôt qu'une autre? Alors, c'est ces marqueurs-là ici qui sont en dessous à ne pas méprendre avec des marqueurs de contrôle. C'est vraiment des marqueurs d'ordre public. Alors, au début, la vie est belle. Bon, Alexandrie est contrôlée par le français, puis l'ordre public est du côté français. Bref, toutes les spaces fortifiés, l'ordre public est du côté du camp qui a contrôle probablement depuis, j'allais dire depuis toujours, mais depuis de nombreuses années, là, probablement décennies. Là. Bref, mais en cours de jeu, ça va changer. Ça va changer en esti. Là, puis ça va être une source de maux de tête pour beaucoup de joueurs. Là. Fait que, par exemple, vous pourriez avoir un scénario comme ça où l'allié a des unités à Meignet, mais où l'ordre public de Meignet penche du côté français. Alors la population puis les têtes dirigeantes, pour ce que ça vaut à Meignet, sont en faveur plus des Français. Alors ça, vous aurez deviné que c'est pas une situation disons, qui est agréable pour l'allié. Ça peut mener à des révoltes. On va y revenir. Là, pour l'instant, je veux juste vous montrer l'impact de l'ordre public sur le contrôle. Dans ce cas-là, ça ne change rien au contrôle. L'occupation militaire, la présence militaire supprime, si on veut, les ardeurs de la population. Là. Puis c'est comme vos gueules. Je suis l'allié, je contrôle la space. Bon, c'est très weird, mais dans un scénario comme ça, si l'allié évacue la space, dans le cas où la space est vide, qu'il n'y a pas d'unité dans la space, ben là, c'est là qu'on va regarder l'ordre public. Alors, dans ce cas-là, Meignet est considéré maintenant, jusqu'à temps que la situation change, Meignet est considéré contrôlé par le français.
OK, il y a un engouement suffisant dans la population pour que Meignet, étant vide d'unités militaires, soit considéré contrôlé par le français. Fait qu'on ajusterait le marqueur de points de victoire en conséquence. C'est possible aussi qu'une space soit neutre au niveau de l'ordre public. Alors, sa population est ambivalente, là, si on veut, là, ne supporte ni les Français ni les Alliés pour la peine. Alors, c'est le cas, c'est le seul cas, si l'Allié évacue à ce moment-là Meignet, eh bien là, on regarde l'ordre public. L'ordre public est neutre, alors la space fortifiée, exceptionnellement, c'est assez rare que ça arrive, est considérée non contrôlée. Elle n'est pas contrôlée par personne. Alors, à qui la chance? Le prochain qui va déplacer des unités là va en prendre le contrôle. Mais pour l'instant, Meignet est considéré comme non contrôlé. Donc, si c'était la situation du départ, voilà un cas où on bougerait le marqueur de points de victoire d'une seule case, parce que Meignet était contrôlé par l'Allié quand il y avait des unités dedans. Mais en évacuant la ville, la space est tombée non contrôlée. Alors, tout ce qui est arrivé, c'est que l'Allié a perdu un point de victoire, mais le Français n'a pas gagné ce point de victoire-là encore. Puis vous aurez deviné que si la space est vide, mais que l'ordre public favorise l'Allié, ben, l'Allié est considéré comme contrôlant la space. Fait que c'est très rare quand même que les spaces fortifiées euh, là, vont être non contrôlées. Il faut vraiment qu'elles soient vides d'unité et que l'ordre public soit neutre. C'est très rare. On va revenir sur l'ordre public, là, mais ça ici, c'est une space qu'on considère favorable aux Français, space neutre, space favorable à l'Allié. Fait qu'il y a trois niveaux d'ordre public possibles, puis il y a trois niveaux de contrôle possibles, puis c'est tout indépendant l'un de l'autre. Comme on a vu, là, on peut avoir un cas où la space est contrôlée par l'Allié, mais favorable aux Français au niveau de l'ordre public. Et le dernier cas par rapport au contrôle, vous ne serez pas trop dépaysé. Là. Bon, d'abord, les spaces fortifiés. Encore là, si vous avez déjà joué à Here I Stand, Virgin Queen ou des jeux de ce style-là, les spaces fortifiés peuvent tomber en situation de siège. Donc, un certain nombre d'unités, 4 pour vous donner un petit spoiler, puis c'est pareil que dans Here I Stand et Virgin Queen, jusqu'à 4 unités de la faction qui se défend peut se réfugier derrière les protections des villes, même si, comme Tom me disait, là, les protections de ces villes-là, là, ça faisait très dur à l'époque. Il ne faut pas s'imaginer là, des grosses villes fortifiées. Là, bon, les unités retraitent dans la ville, ils ont peut-être un petit peu l'avantage du terrain, mais sans plus. Tout ça pour dire que le Français pourrait se retrouver dans une situation où il assiège le Caire avec Napoléon. Mais qui contrôle la space à ce moment-là? Parce que dans une situation de siège, les unités coexistent temporairement dans la space jusqu'à temps que l'attaquant se tanne et dise bon ben là je lance un assaut pour enfin prendre le contrôle de la ville. Mais dans cette situation-là, l'Allié est encore considéré comme contrôlant le Caire. Donc la faction qui est assiégée s'accroche encore au contrôle de la ville, comme je disais, jusqu'à temps que l'attaquant se tanne, lance un assaut, wipe out les unités du défenseur, puis vraiment s'installe dans la ville. Donc, parlons-en. Le Caire, vous avez vu la petite différence. Donc, le Caire est considéré comme une ville majeure, une major city, une cité majeure. Fait qu'on les reconnaît à le carré est rouge plutôt que brun. Et la seule différence, dans le fond, c'est que ces spaces-là fortifiés valent 2 points de victoire. Et oui, si on est encore au scénario de départ, à la situation de départ et que le Français prend le contrôle du Caire, ben rappelez-vous, à ce moment-là, l'Allié a perdu le Caire, le Français a gagné le Caire, alors c'est un chiffre de 4 points de victoire que vous allez faire sur la traque des points de victoire. Alors, quand on commence à s'attaquer à des cités majeures, ça va vite. Le shift à coup de 4 points de victoire, là, on commence à jaser. Là. Il y a quelques cités majeures là, sur le board là, des villes qui avaient un intérêt encore là politique ou stratégique encore plus grand que les villes mineures. Dernier type de space qu'on n'a pas vu, c'est les forteresses. Il n'y en a pas beaucoup, là.
Fait que c'est l'espèce d'étoile là, qui est ici. Donc ça, Tom m'expliquait que c'est les quelques spaces qui sont représentés sur la map, là, où il y avait un semblant quand même de pas nécessairement des grosses fortifications de la mort, là, mais qu'il y avait un semblant de défense militaire un petit peu plus intéressante. Donc ces villes-là valent 2 points de victoire, pareil comme les cités majeures. La seule différence vraiment, c'est que si vous êtes le défenseur puis vous êtes assiégé dans une forteresse comme ça, là, vous allez avoir un dé de bonus lorsque l'attaquant va se décider à lancer un assaut, là. Fait que ça vous donne un petit avantage en combat, là, un petit dé de bonus pour défendre la space d'Atit. Pour conclure pour vrai sur les spaces terrestres, donc certaines spaces sont considérées des ports. Ce sont les spaces qui sont adjacentes là, à une. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle ici un port sea space. Space avec une ancre de bateau. Un ou une ancre de bateau, bref, désolé. Mais bref, toutes les spaces qui sont adjacentes là, aux spaces de mer avec une ancre de bateau dedans sont considérées comme des ports. Donc, c'est le cas de Damietta, de El Arish, de Gaza. Fait que faut vraiment qu'il y ait ça, là. Jaffa n'est pas considéré comme un port parce qu'il n'a pas, même s'il est proche de l'eau, là, il n'a pas ce petit symbole-là ici à côté. Donc, les ports, encore là, au niveau des règles et au niveau des cartes, ça peut avoir une influence. Enfin, vous aurez remarqué cette ligne-là ici qui sépare le continent en deux, là, si on veut, là, espèce de ligne jaune et verte. Donc, toutes les spaces sur le continent à gauche de cette ligne-là sont considérées des spaces mamelouks et toutes les spaces à droite de cette ligne-là sont considérées des spaces ottomanes. Ok, donc Malte et Chypre ne sont ni mamelouks ni ottomanes. Et l'espèce de petit, ce qu'on appelle le corridor de Thèbes ici, qu'il a fallu tourner pour qu'il fitte sur la map, là. Évidemment, toutes ces spaces-là sont considérés mamelouks aussi, là, sont à gauche de la fameuse ligne. Encore là, ça va être utilisé pour certaines règles puis pour certaines cartes. Voilà qui fait le tour pour les spaces terrestres, ce qu'on appelle les land spaces. On va conclure la vidéo avec les Sea Spaces. Donc, les lands terrestres, vous aurez deviné là, que seules les unités terrestres puis les généraux peuvent se promener sur ces spaces-là. C'est le contraire pour les spaces de mer, ce qu'on appelle les Sea Spaces. Là, c'est là où les unités navales vont pouvoir se promener ainsi que les amiraux. Donc, on va y revenir quand on va parler des leaders puis des unités. Il y a seulement deux types de spaces de mer. Nous avons les Open Sea Space, qui se comportent essentiellement pas mal de la même façon que les open space sur la Terre, à l'exception encore là que c'est des unités navales qui se promènent dessus. Et nous avons ce qu'on appelle les port sea space, qui sont toujours systématiquement là, adjacentes et associées à un port land space. Puis ce que ça fait, la seule différence que ça fait, ça, cette affaire-là, là, ben ça fait trois choses là, essentiellement. Là. Mais supposons qu'il y a un siège, encore là, il y a un siège du français à Damietta. Là, on va amener Napoléon et sa troupe à Damietta. Ben, l'attaquant, la personne qui se prépare à faire un siège, peut avoir du support naval. S'il déplace des unités navales, puis il y a un amiral dans le port sea space, là, il peut avoir un support naval lors de l'assaut, puis ça va lui donner encore là des dés de bonus pour faciliter l'assaut de la space. Par contre, là, les amiraux puis les unités navales qui sont situées dans un port sea space, en tout cas au moins de liberté de mouvement, s'ils se font vraiment attaquer, là, sont un peu plus coincés. Là, on va le voir dans les mouvements, là, mais vous avez une pénalité là, si vous vous battez comme défenseur dans un port sea space. Ça, c'est la deuxième affaire. Puis la troisième et dernière affaire, si jamais le Français a conquis Damietta, qui est dans une situation comme ça, il y a une notion là, qu'on appelle de transport d'unités sur l'eau dans ce jeu-là. Alors, on va voir les détails quand on va parler du déplacement des unités, mais le Français pourrait décider de prendre ces unités qui sont ici, et même Napoléon, pourquoi pas, les mettre sur une unité navale, puis après ça, commencer à les déplacer sur l'eau, dans l'intention peut-être de venir faire un débarquement surprise quelque part. Alors, ça ajoute de la liberté de mouvement, puis des stratégies intéressantes. Une fois que vous avez le contrôle de la Méditerranée, là, vous pouvez faire un peu plus de troubles et vous promener un peu plus et ne pas seulement utiliser là, les chemins conventionnels pour progresser dans votre campagne, mais menacer de faire des débarquements
par l'eau. Évidemment, il faut faire attention à nos unités comme ça quand ils embarquent sur un bateau. Là, si l'autre camp a des bateaux lui aussi, puis en plus grand nombre, là, vous courez après le trouble. Là. On fait vraiment ça généralement, là, une fois qu'on a établi peut-être le contrôle maritime, et puis qu'on peut se promener un petit peu plus librement. Mais tout ça pour dire que vous pouvez faire embarquer des unités terrestres et des généraux sur un bateau, sur des bateaux qui se trouvent là, dans le Port Sea Space, si vous êtes dans le Port Land Space en question. Puis après ça, vous allez pouvoir les déplacer. Voilà, on va s'arrêter ici. Prochaine vidéo, on va parler des leaders et des unités plus en détail. Manquez pas ça. À plus.